Salut mon ami Lolo Chez, j'espère que tu vas bien camarade. Bonjour à vous, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue les amis. Nous allons tabler sur l'Ouganda. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus d'une coopération déséquilibrée. Mais on n'entrait pas dans le détail. On n'explique pas pourquoi les déséquilibres. Nous allons tenter de brosser, on va dire, les rapports ou les contacts entre c'est quoi c'est les rapports entre la RDC et l'Ouganda. Puisqu'on parle beaucoup plus du Rwanda. Mais certaines personnes estiment qu'on devrait aussi parler de l'Ouganda, parce que l'Ouganda est un acteur assez majeur et d'ailleurs le principal. Avant le commencement, c'est l'Ouganda qui a préparé, c'est l'Ouganda qui fut l'instigateur. L'Ouganda fut on va dire, la tête pensante, l'architecte de tout ce qui est arrivé en RDC. Et alors on s'étonne qu'on ne parle pas souvent de ce pays. On n'en parle pas souvent. Est-ce que c'est la matière qui manque? Il y a une interdiction officielle d'en parler. M. Museveni a donné des injonctions. On ne sait pas trop, puisqu'on parle beaucoup plus du Rwanda. Et l'Ouganda est un peu laissé de côté sur la bande d'urgence. Et donc, je vous prie de partager le live. Nous allons vraiment vous éclairer sur quelques points importants concernant notre voisin, Ouganda. L'Ouganda, nous verrons aussi que l'Ouganda a eu à affronter aussi une fois dans le passé la Tanzanie. Donc il y a eu aussi un affrontement dans le passé. Nous sommes dans les années 70. L'Ouganda s'est battu avec la Tanzanie. Nous verrons pourquoi. Et donc, nous allons tenter d'aller aux sources. Nous allons nous ressourcer et pour avoir de la matière, pour avoir des éléments de base de langage très importants dans ce 21e siècle, de savoir qui est notre voisin, qui est notre ennemi, quelle est sa position actuelle, quelle est la force de l'Ouganda, la faiblesse de l'Ouganda, parce que l'Ouganda est entré effectivement en guerre avec nous depuis 97, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et depuis lors, l'Ouganda n'a jamais quitté la RDC, en tout cas, officiellement peut-être, mais officieusement, l'Ouganda est toujours dans les parages. Et donc, nous allons mettre en lumière le mécanisme. Pourquoi est-ce que l'Ouganda a une raffinerie d'or? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de l'or en Ouganda? Comment se fait-il qu'il y a tant d'emplois autour de cette raffinerie? Est-ce qu'il y a de l'or sur le sol ougandais? Nous allons nous poser ces questions et surtout remonter à l'origine. Qui est véritablement Museveni, l'homme des 48 ans au pouvoir, si je ne me trompe pas? Le plus ancien des présidents, parmi lesquels nous pouvons aussi compter l'ancien du Cameroun. C'est aussi un ancien. Parmi les anciens, nous pouvons compter aussi Denis Sassou Nguesso. Parmi les anciens, mais
le plus ancien des anciens des anciens, on peut dire sans mâcher les mots, c'est Museveni. Museveni est arrivé en 86. Et, euh, et donc, il est vraiment parmi les vieillards du pouvoir. Nous allons rentrer dans la complexité du pouvoir de Museveni, relation éventuelle avec Israël, coopération avec les Américains. Et dans tout ça, c'est tout simplement une matière dont nous, les Congolais, et pourquoi pas l'Afrique, a besoin de connaître, parce que l'Ouganda et aussi les voisins d'autres pays, notamment Burundi, Rwanda, un peu plus loin le Kenya. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'Ouganda. Alors, nous allons commencer, les amis. Nous sommes déjà là, nous sommes positionnés, nous allons commencer ces lives. Et puis les retardateurs auront toujours tort. Voilà. Sauf si TikTok ne notifie pas, sauf si TikTok veut nous jouer des tours, alors certaines personnes ne seront pas notifiées. Et pour ça, moi, je vous fais confiance de partager le live pour stimuler le mécanisme, l'algorithme, afin de publier, afin que nos amis congolais, surtout en première ligne, nos amis congolais nous rejoignent pour ce live capital. Alors, nous commençons par poser la question. Comment Museveni est arrivé au pouvoir et son arrivée a des conséquences, évidemment, sur la RDC. Donc, comment Museveni arrive au pouvoir et les conséquences de sa venue, de son existence en tant que président par rapport à la RDC. Commençons par les origines et la formation de Museveni. Museveni est né en 1944 et donc nous sommes évidemment en pleine colonisation dans une famille d'éleveurs de la région d'Ankole. Il faut bien retenir les régions, c'est très important par la suite. Région d'Ankole, dans l'ouest de l'Ouganda. Museveni a grandi pendant la période de lutte pour l'indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni. Dans cette période, l'Ouganda voit son corps grandir et en 1967, Museveni va quitter l'Ouganda pour s'inscrire à l'université de Dar es Salaam. Nous sommes ici en Tanzanie, où il va étudier l'économie, donc c'est une tête, c'est un cerveau, ce n'est pas une illettrée. Il va étudier la science politique. C'est là qu'il va forger effectivement des alliances avec des étudiants politiques engagés de toute la région. Très important de localiser cet élément. Et donc Dar es Salaam, en Tanzanie, était alors un véritable creuset révolutionnaire pour les anticolonialistes. C'est là qu'il émerge. Donc, après l'indépendance, nous sommes dans les contextes ougandais avant Museveni, puisqu'il faut qu'on sache, Museveni a trouvé déjà quelque chose. Museveni a trouvé un pays. Museveni n'a pas construit l'Ouganda. Il a trouvé l'Ouganda. Et donc, après l'indépendance, l'Ouganda connaît une période de violence et d'instabilité sous Milton. Milton Obote, le premier président, et puis sous Idi Amin Dada, pour ceux qui connaissent aussi. Nous allons retracer l'historique pour qu'on ait, on va dire, de façon globale, la réalité ougandaise, et puis jusqu'au moment où Museveni va récupérer les pouvoirs pour les changements. Nous sommes dans la période de 1962 et 1971. Là, nous sommes presque à 10 ans. Les dirigeants, c'est Milton Obote. Il est le premier dirigeant post-indépendance.
il a été renversé, ce président, par Amin. Et nous allons voir dans quelles circonstances il a été renversé. Donc, 1962 à 1971, Milton Obote, pourquoi est-ce qu'il a été renversé et comment il fut renversé? Il a été renversé le 25 janvier 1971 par son propre commandant et chef de l'armée. Comme d'habitude, on s'est fait toujours renverser par des personnes proches, des personnes qu'on ne soupçonne pas, des personnes de confiance. Le général Idi Amin Dada a renversé Milton Obote. Il était son commandant-chef. Alors, voici les raisons pour lesquelles ce monsieur a été renversé. Pourquoi Amin a été renversé par ce commandant-chef? Commandant-chef Obote. Dans la raison immédiate de ce renversement, Amin avait appris qu'Obote préparait son arrestation pour détournement des fonds de l'armée. Il était soupçonné, donc il volait l'argent. Pour évidemment sauver sa peau et conserver le pouvoir sur l'armée qu'il avait construit, Amin a frappé le premier. Amin a frappé le premier. Ok? Obote est le premier président et Amin est le deuxième, cher ami. Et donc Amin, qui était le commandant général de l'armée sous l'égide de Obote, a frappé le premier. Les tensions de fond, pourquoi est-ce que cela est arrivé? Il y a eu évidemment du favoritisme, comme ça s'est fait partout en Afrique, puisque Obote favorisait sa propre ethnie, son ethnie dont les noms est les Langui, ainsi que les Acholi. Au sein de l'armée, et Amin, originaire de Nil occidental, avait construit sa propre base militaire en recrutant dans sa région, ce qui irritait évidemment Obote. Obote n'était pas du tout content. Et donc, en octobre 1970, Obote avait réduit les prérogatives dans le pouvoir d'Amin, qui les privant du commandement général de l'armée pour ne lui laisser que celui de l'armée de terre. Donc, on lui a enlevé toute forme de pouvoir. Et donc, va venir évidemment la tentative d'assassiner, puisqu'en 1969, une tentative d'assassinat avait visé Obote, le premier président. Et donc, il soupçonnait Amin d'être impliqué dans cette mésaventure, dans ce dynamique d'assassinat. Obote déplaisait fortement aux Britanniques et aux Israéliens. Il déplaisait. Il ne se comportait pas bien par rapport aux Britanniques et aux Israéliens. Donc, Obote avait nationalisé des entreprises britanniques comme va le faire plus tard Mobutu et d'autres présidents dans l'élan révolutionnaire. Il avait nationalisé les entreprises britanniques et Obote s'opposait farouchement à la vente d'armes britanniques à l'Afrique du Sud. À l'Afrique du Sud, alors c'est quoi? Avertissement, maintenir l'engagement. Les amis, il vous faut tapoter, sinon nous allons être déconnectés. Je vous en prie de tapoter, de partager. Je viens d'avoir une notification, donc tentons de partager au maximum. Si nous devons garder ce live intact, merci beaucoup pour votre soutien, votre participation. Et donc, il s'opposait farouchement à la vente d'armes britanniques, les Britanniques qui vendaient des armes à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc, il avait également coupé l'aide d'Israël aux rebelles du sud du Soudan. Ce qui avait refroidi évidemment les relations avec Tel Aviv, avec Israël. Israël a soutenu le coup d'État. Dans quel sens? Selon des documents britanniques classifiés, l'attaché militaire israélien, le colonel Bar-Lev,
était en contact étroit avec Amin et a joué un rôle dans la préparation du coup d'État, la préparation du putsch. Alors, comment le coup d'État s'est déroulé? Comment Obote a été déclassifié ou a été déclassé, a été frappé par les coups d'État, par son commandant? Le timing est très simple. Obote était absent du pays. Le premier président de l'Ouganda, c'est lui qui déplaisait aux Israéliens et aux Britanniques, était sorti, n'était pas dans le pays. Il a assisté à la conférence des chefs des gouvernements du Commonwealth à Singapour. Donc celui-ci était à Singapour en janvier 1971. Et évidemment, le 25 janvier à 4 heures du matin, des combats éclatent à Kampala. Les troupes fidèles à Amin, donc les commandants de l'armée, vont prendre les contrôles de l'aéroport d'Entebbe, empêchant évidemment le retour d'Entebbe pour ne pas qu'il atterrisse. Des points stratégiques et de la radio nationale ont été évidemment récupérés. La résistance des loyalistes d'Obote était trop désorganisée pour être efficace et empêcher les coups d'État. Et donc, à 16h30, la radio Ouganda annonce que l'armée et la police, sous la direction d'Amin, les commandants, contrôlent dorénavant le pays. Et donc, Obote a été frappé de plein fouet. Alors, le 29 janvier, Amin va se autoproclamer le président de l'Ouganda. Le président Obote est resté à l'extérieur du pays. Les conséquences sont immédiates. Amin va purger tout simplement l'armée de ses rivaux. Il ne va pas attendre qu'un coup d'État puisse le frapper lui aussi. 5000 soldats languis de la tribu de Obote ont été tout simplement massacrés les mois qui ont suivi. Purge, 5000 soldats languis de la tribu de Obote et Acholi, les ethnies évidemment de l'ancien président déchu, frappés d'un coup d'État, sont massacrés dans les mois qui suivent. C'est un massacre. Et donc, de 1971 à 1979, c'est une dictature de dictature. Vous avez environ 400 000 morts, des expulsions des Asiatiques, nous allons en parler aussi. Là, c'est Idi Amin Dada qui va s'imposer en tant qu'un dictateur sans vergogne. Idi Amin a dirigé l'Ouganda de 71 à 79 et pendant ces 8 ans, entre 100 000 et 500 000 morts, personnes ont été déjà. Les estimations varient, les chiffres de 300 000 étant le plus souvent cités, mais en grosso modo, nous parlons entre 100 000 et 500 000 personnes sous le gide, les bâtons de commandement de Idi Amin, donc un vrai dictateur. Les victimes directes de la terreur ou de la barbarie de ce nouveau président, le deuxième président, la terreur évidemment dès son arrivée au pouvoir par un coup d'État, nous l'avons dit, en janvier 1971, Amin va organiser des massacres systématiques, les purges ethniques. Il a d'abord exterminé de milliers de soldats, nous avons dit plus de 5000, de l'ethnie Acholi et Lango, fidèles évidemment à l'ancien président Obote. Leurs corps étaient tout simplement souvent jetés dans le Nil. Et puis les services secrets tueurs, comme on les a appelés autrefois, il a créé le Stat Reset Bureau, une police politique dont le siège à Nakasero est devenu un centre de torture et d'exécution. Les opposants, les intellectuels, les journalistes disparaissaient sans jugement. Et puis, une forme de paranoïa s'était installée au pouvoir, puisque Amin éliminait quiconque
euh, il soupçonnait de vouloir les renverser. Donc, si vous étiez soupçonné, sans jugement, vous passez, c'était la mort. Et donc, il a survécu 8 à 8 tentatives de coup d'État, et à chaque fois, les représailles étaient massives et sanglantes. Nous comprenons que, à partir de là, en août 1972, Amin va expulser 50 000 à 80 000 Asiatiques. Principalement des Indiens seront expulsés de l'Ouganda. Ces Indiens tenaient pratiquement tous les commerces de l'industrie et industrie du pays. Il va les faire partir. Alors, par conséquence, pour avoir expulsé ces personnes qui tenaient l'économie, c'est comme si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire décidait d'expulser le Libanais. Vous verrez, vous allez voir que l'économie va chuter. C'est comme si la RDC aujourd'hui décidait d'expulser les Libanais. Vous allez comprendre tout de suite que ces gens tiennent véritablement l'économie et qu'il faut plutôt réorienter une politique que de les expulser parce qu'ils partiront, ils fermeront les magasins, etc. Et donc le peuple congolais ou ivoiriens en pâtiront. Et donc, pour avoir chassé entre 50 000 et 80 000 Asiatiques, principalement des Indiens, les conséquences est que l'économie s'est effondrée directement, les usines se sont arrêtées de fonctionner, les magasins ont fermé tout simplement, les militaires ont récupéré les commerces des Indiens, mais ne savaient pas comment les gérer. Comme quand Mobutu a limogé, a nationalisé les entreprises, en nationalisant évidemment dans la zaïrianisation, dans l'authenticité, ceux qui ont récupéré par la suite les entreprises n'ont pas pu faire fonctionner correctement les choses. Et donc l'économie a plombé. Ce qui s'est passé évidemment au niveau de l'Ouganda, les pénuries alimentaires se sont multipliées et l'inflation avait atteint 1000%. Les salaires avaient perdu 90% de leur valeur. Et donc, des milliers d'Ougandais sont morts de faim et de maladie pendant cette période. Donc, une période dramatique, une période noire de l'histoire de l'Ouganda. Donc, un monsieur, dans une folie dictatoriale, Amin s'est autoproclamé seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer. Voyez-vous un peu comment l'homme africain peut se comporter. Il se disait en contact direct avec Allah et prenait des décisions absurdes. Il a ordonné l'exécution de plusieurs de ses propres ministres et de sa femme qu'il soupçonnait d'infidélité. Voyez-vous comment se comportaient les gens de l'époque. Et donc ce règne a pris fin en 1979 quand la Tanzanie a envahi l'Ouganda. Vous comprenez? La Tanzanie avait envahi l'Ouganda après qu'Amin ait tenté d'annexer une partie de son territoire. Et donc il s'est enfui en Arabie Saoudite où il est mort. Monsieur Amin est mort en 2003 sans jamais avoir été jugé pour tous ces crimes commis en Ouganda. Donc, entre 1979 et 80, nous sommes dans un gouvernement de transition. Après la chute d'Amin, après sa fuite par l'invasion tanzanienne, M. Amin s'est enfui et donc il a fallu passer par un gouvernement de transition. La question c'est pourquoi est-ce que l'Ouganda, sous Amin, a voulu annexer une partie de la Tanzanie qui va lui coûter par après sa présidence ou sa place? Nous sommes dans une tension de fond entre Amin et Nyerere. Alors, visibilité de lèvres restreinte pendant 10 minutes. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va restreindre ma visibilité, les amis. Je vous en prie de tapoter un peu, sinon ça va couper. Vous voyez? Donc, on restreint pourquoi? On va contester. Hein.
Vous allez voir que ça va baisser jusqu'à ce que ça baisse. Mais nous pouvons garder notre live tranquillement si nous faisons un peu d'effort. Un peu d'effort. OK. Contestation. Nous contestons. Les amis, nous partageons le live, s'il vous plaît. Partageons, tapotons, envoyez des fleurs, etc. pour conserver le live pur. Là, je dois contester. Et je ne conteste pas, ça risque de couper. OK. Donc, la question, c'est pour quelle raison l'Ouganda a voulu annexer? Vous voyez que ça ne commence pas aujourd'hui. D'autres pays, notamment le Rwanda, sous la présidence de Paul Kagame, ont voulu tenter une expérience et voulant annexer encore Ituri, certains hommes d'État ou certains hommes importants du pays ont tenté de dire que l'Ituri leur appartenait. Donc ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, mais ce sont des événements qui ont déjà eu lieu avec la Tanzanie. La racine ou les racines du conflit remontent en 1971. Lorsque Idi Amin a renversé le président ougandais Milton Obote, nous l'avons compris, par un coup d'État. Le président tanzanien Julius Nyerere était un ami proche d'Obote. Vous comprenez? Obote était un ami proche du président tanzanien. Et ce président tanzanien avait refusé de reconnaître les nouveaux régimes, reconnaître les nouveaux présidents. Il offrit alors l'asile à Obote, son ami, et ses partisans, ce qui va exaspérer, ce qui va fâcher le nouveau président Amin. Il va se fâcher. Dès 1972, des exilés ougandais basés en Tanzanie vont tenter d'envahir l'Ouganda pour renverser les dictateurs, avec la bénédiction tacite de Nyerere, président de la Tanzanie. Et Amin en voulait personnellement à Nyerere et les relations entre les deux pays restèrent exécrables tout au long des années 1970. Parce que M. Amin voulait que le président Nyerere puisse peut-être ne pas ouvrir la porte et recueillir la personne qui, lui, avait frappé des coups d'État. La situation interne d'Amin, nous l'avons vu tout à l'heure, un régime au bord de l'effondrement, puisque à l'automne 1978, le régime d'Amin était en pleine déliquescence. Pourquoi? L'économie était ruinée. Vous avez compris qu'on avait viré, on avait renvoyé les Indiens. 50 à 80 000 Indiens étaient expulsés. Après, évidemment, l'expulsion des Asiatiques en 72, les commerces et l'industrie s'étaient effondrés, tout simplement. Les pénuries étaient chroniques, l'inflation galopante, l'armée était divisée, des mutineries avaient éclaté dans plusieurs unités. Le vice-président Mustapha Adrissi avait été grièvement blessé dans un accident suspect et ses partisans accusaient Amin. Amin avait évidemment survécu à une tentative d'assassinat en octobre 78. Des soldats mécontents avaient attaqué sa résidence à Kampala. Il s'était enfui en hélicoptère. Donc vous comprenez qu'à ce niveau-là, le contexte ou la conjoncture était en défaveur par rapport au président dictateur. Et donc face à ces difficultés, face à cette réalité, face à cette conjoncture, Amin avait besoin de détourner l'attention de son armée et de la population pour créer quelque chose. La guerre contre la Tanzanie était une façon de résoudre, de ressouder ces troupes autour d'un objectif extérieur. Merci les amis de partager le live, merci de tapoter. Nous partageons massivement le live congolais. Il faut venir pour évidemment connaître cette histoire.
Depuis des années, l'Ouganda contestait la frontière avec la Tanzanie. Voici les problèmes. Les litiges portaient sur le Kagera salien. Le Kagera salien, c'est une bande de terre, ok, une bande de terre de 1865 km². Amin Dada Fort, ok, située entre la frontière officielle de la rivière Kagera. Le gouvernement ougandais affirmait que cette zone qui s'enfonce en territoire tanzanien lui revenait de droit car la rivière constituerait une frontière beaucoup plus naturelle. Alors, pourquoi ces litiges existaient-ils? Puisque cette frontière avait été tracée à l'époque coloniale par les Britanniques et les Allemands avant la Première Guerre mondiale. Les tracés artificiels coupaient des territoires ethniquement liés, ce qui alimentait évidemment les revendications. Et puis vient les jours J, les déclenchements, l'invasion, l'attaque surprise d'octobre 1978. Le 9 octobre 1978, des troupes ougandaises commencent à faire des incursions en Tanzanie. Le 25 octobre 1978, l'armée d'Amin lança une attaque à grande échelle. Les forces tanzaniennes présentes dans la région, peu nombreuses, furent rapidement submergées. Et donc, le 30 octobre, les Ougandais avaient occupé tous les Kagera saliens. Le but affiché d'Amin, c'était quoi? Annexer purement et simplement ces territoires. C'était ça l'objectif. La radio Kampala annonce officiellement que les Kagera saliens étaient désormais ougandaises, annexées simplement et purement, sans préavis, sans conséquence. Et puis, va venir malheureusement le comportement des troupes ougandaises, le comportement des barbares, le comportement des animaux, puisque des atrocités massives vont pleuvoir. Les atrocités massives vont maintenant s'abattre sur la population. L'occupation fut d'une extrême brutalité. Les soldats d'Amin pillèrent tout, le bétail, les automobiles, bien personnels. Ils prirent des femmes par la force. Ils massacrèrent des gens. Environ 1500 civils tanzaniens furent tout simplement dias en quelques semaines et de milliers d'autres vont fuir vers le sud. L'ambassade de Tanzanie a parlé plus tard de 8000 morts dans la région causés par l'armée de Amin. C'est bien décent, alors c'est là la décision de Nyerere va le décider, va le mobiliser, va les structurer. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer les territoires, mais il a fallu maintenant, à tous les niveaux, éliminer définitivement le régime d'Amin. Le but n'était plus de récupérer les territoires annexés par l'Ouganda. Le but ici poursuivi était la mort, l'extermination des Amin. Est-ce que, la question est posée, est-ce que Mobutu avait réagi? Parce que nous sommes en 1968, au moment où Mobutu contrôle la région. Est-ce que Mobutu avait réagi, avait encouragé l'Ouganda d'annexer la Tanzanie? La réponse est non. Il n'y avait aucune preuve que Mobutu ait approuvé ou encouragé l'invasion de Kagera salien. Mobutu et Idi Amin entreprenaient de relations parfois cordiales, mais ils n'étaient pas des alliés stratégiques solides. Et plusieurs raisons expliquent pourquoi Mobutu n'a pas soutenu Amin dans ces conflits. Mobutu était dans les camps occidentaux. Le Zaïre de Mobutu était un allié des États-Unis et de la France qui tolérait le dictateur pour son anticommunisme. Amin, lui, s'était approché de la Libye, de Kadhafi et de l'Union soviétique. Et Nyerere était une figure respectée, même si Mobutu les considérait comme un rival. Nyerere soutenait les mouvements anticoloniaux
et anti-apartheid, apartheid, que Mobutu n'aimait pas. Il n'avait aucun intérêt à se brouiller ouvertement avec la Tanzanie. Et donc, l'Organisation de l'Unité africaine tenta de jouer la médiation pour calmer les deux pays. Nyerere refusa complètement toute négociation tant que les troupes ougandaises ne se retiraient pas de la Tanzanie. Aucun document ne mentionne un soutien de Mobutu à l'Ouganda pendant cette crise. Et donc, après véritablement la chute d'Amin, en avril 79, Mobutu n'offrit pas d'asile au dictateur déchu. Amin va s'enfuir d'abord en Libye, puis il va partir en Arabie Saoudite. Et Mobutu ne voulait pas hériter d'un dirigeant aussi toxique, aussi criminel. Ok, alors maintenant la réaction de Nyerere. Contre-attaque et renversement d'Amin. Nous avons Nyerere qui ordonne la mobilisation générale. En quelques semaines, l'armée tanzanienne passa de 40 000 personnes à plus de 100 000 hommes. Dès novembre 1978, les Tanzaniens avaient repris le Kagera Salien et chassa les Ougandais. Amin refusa de reconnaître sa défaite. Et donc, ici, l'OUA ne condamna pas l'invasion ougandaise non plus. Et donc, Nyerere était furieux et décida de poursuivre l'offensive en territoire ougandais. Et en janvier 1979, l'armée tanzanienne franchit la frontière, soutenue par des exilés ougandais unis au sein de l'Ouganda National Libération Armée. Elle prit Kampala. La Tanzanie s'imposa à Kampala le 11 avril 1979 et Amin va s'enfuir en Libye, puis en Arabie Saoudite où il mourut en 2003. Le dictateur s'est enfui. Et donc, entre 1980 et 1985, vous avez évidemment les retours de Milton Obote qui va retourner. Un retour. Lui à qui on avait privé les retours en prenant l'aéroport. Lui dont son commandant avait entrepris le travail de les déchoir. Milton Obote revient après près de 9 ans d'absence. Et nous parlons ici des élections truquées et de la guerre civile qui va en découler de tout ça. Chers amis, d'où venait Obote? Milton Obote a été président de l'Ouganda la première fois en 1966 à 67, à 71. Il a été renversé par un coup d'État militaire mené par son propre commandant en chef. Vous l'avez compris, vous l'avez saisi, vous l'avez imprimé. Il dit Amin Dada renverse son chef, renverse son président le 25 janvier 1971. Obote s'est alors enfui en exil en Tanzanie, où il a été accueilli par son ami, le président Julius Nyerere, et pendant 9 ans, il a vécu à Dar es Salaam, préparant son retour et organisant ses partisans au sein des Kikosi Maalum, un groupe armé destiné à combattre Amin. Cher ami, pourquoi est-il revenu en 1980? Nous parlons bel et bien de la chute d'Amin. En 1978, Idi Amin a commis l'erreur fatale, la répétition, c'est la meilleure des pédagogies, d'attaquer la Tanzanie pour tenter d'annexer une bande de territoire appelée le Kagera Salien. Le président Nyerere a répondu par une invasion massive. L'armée tanzanienne, renforcée par des groupes d'exilés ougandais, dont celui d'Obote et celui de Yoweri Museveni, a pris Kampala le 11 avril 1979
Amin s'est enfui en Arabie Saoudite. Et donc, après la chute d'Amin, un gouvernement de transition dirigé par l'Ouganda National Liberation Front s'est installé, mais les luttes internes entre factions étaient féroces, évidemment. 5 régimes se sont succédés en 14 mois. Obote, toujours en Tanzanie, avait une opportunité. Le 27 mai 1980, il est officiellement revenu en Ouganda, atterrissant à Busheni, dans l'ouest du pays, sous la protection des autorités tanzaniennes qui contrôlaient encore le pays. Il avait le soutien d'une partie de l'armée et de la commission militaire qui dirigeait encore le pays. Museveni a participé à la formation du Front Nasa, un groupe rebelle qui a combattu Idi Amin avec l'aide de la Tanzanie. Après la chute d'Amin en 1979, Museveni a occupé des postes dans le gouvernement de transition. Donc Museveni a participé à la formation, à la création des Front Fort National Salvation. Donc Front Nasa. Il a été parmi les créateurs, parmi les cerveaux, parmi les chirurgiens ou parmi les fondateurs. Les élections de décembre 1980 furent organisées sous pression internationale. Les partis d'Obote, les UPC, va remporter les élections, mais Museveni va dénoncer immédiatement une fraude massive. Selon lui, la victoire avait été volée. Nous sommes en 1980. Il est très important de retenir les dates. OK? Le 6 février 1981, j'ai perdu mon pays dans cette guerre, mon père. En tout cas, désolé mon ami, à la force à vous. Le février 1981, Museveni va lancer la lutte armée en créant la National Resistance Armée, le NRA, et son bras politique, le National Resistance Movement, le NRM. Il s'installa dans le Luwero triangle au nord de Kampala et il mena une guérilla de 5 ans de lutte. Et donc, les soutiens pendant la guerre du Butch entre 81 et 86. Vous avez d'abord la Tanzanie qui va soutenir militairement et diplomatiquement. Nyerere avait formé Museveni et lui avait offert des bases arrières en 1979. Donc le soutien est attribué à Nyerere qui avait formé Museveni. La Libye militaire, Muammar Kadhafi a fourni des armes à Museveni pendant sa rébellion, sa révolution. Et puis vous avez les Rwandais, les exilés Tutsis, ce sont des combattants, environ 25% des combattants de NRA, mouvement de Museveni, étaient des Banyarwanda, des Tutsis rwandais en exil, dont Paul Kagame et Fred Rwigema. Il est très important d'identifier ces deux noms, Paul Kagame et Fred Rwigema. Et donc, c'est un point crucial, important, puisque les futurs dirigeants du Rwanda, Kagame, et du Burundi ont fait leurs armes dans le NRA de Museveni. Le président du Burundi et du Rwanda se sont formés avec Museveni. Et cette alliance va sceller le destin de la région des Grands Lacs pour de décennies à venir, puisqu'il y a un trio qui se forme. Alors, quelle est cette alliance? Quelle est cette nature? L'alliance entre Museveni et les exilés Tutsis rwandais. Qui étaient ces exilés? Les futurs dirigeants du Rwanda et du Burundi
comme vous le savez déjà maintenant, sont arrivés en Ouganda comme réfugiés dans les années 1960. Leur famille avait fui le Rwanda à cause de persécutions contre les Tutsis. Nous sommes dans la révolution des Hutus, bien avant l'indépendance du pays. Parmi eux, Paul Kagame, futur président du Rwanda, il avait 2 ans quand sa famille a quitté le Rwanda. Il a grandi dans un camp de réfugiés dans l'ouest de l'Ouganda. Très bien. Et puis Fred Wijema, lui, il a grandi dans le même camp que Kagame. C'est son ami d'enfance et ils feront toute leur carrière ensemble. Et évidemment, d'autres Rwandais, dont certains deviendront plus tard des cadres du FPR, le Front patriotique rwandais. Comment cette alliance s'est formée? Parce qu'il faut qu'on rentre dans les entrailles, qu'on connaisse les vraies causes avant de parler des conséquences et de toucher ce qu'on appelle ici la dimension surface. En 1978, Idi Amin, le directeur ougandais, vous l'avez compris, attaque Tanzanie. Le président tanzanien Julius Nyerere a décidé de riposter et a rassemblé des exilés ougandais pour former une armée de libération. Parmi eux se trouvait Museveni, Yoweri Museveni. Museveni avait déjà combattu au Mozambique et avait créé son propre groupe armé, les Front Naza, pour lutter contre Amin. C'est à ce moment-là que Kagame et Rwigema et d'autres Rwandais ont rejoint Museveni. Ils n'avaient pas d'autre patrie. Et la guérilla contre Amin était leur seule chance d'acquérir une expérience militaire. Et donc, après la chute d'Amin en 1979, l'Ouganda est entré dans une nouvelle guerre civile. Museveni, qui estimait que les élections de 80 avaient été volées par Milton Obote, a créé aussi son groupe, la NRA. En février 81, les Rwandais faisaient partie évidemment du noyau dur de cette armée. Ils n'étaient pas des soldats ordinaires, puisque Fred Rwigema a commandé l'unité d'élite, la première force de combat de l'ANERA. Paul Kagame est devenu le chef du contre-espionnage de Museveni, un poste sensible, et selon les sources, environ 25% des combattants de l'ANERA étaient des Banyarwanda, Rwandais ou descendants des Rwandais. Et donc, ils étaient organisés, ils étaient motivés et ils ont joué un rôle décisif dans la victoire de Museveni en 1986. En 1986, Museveni devient président de l'Ouganda et plusieurs de ses compagnons d'armes rwandais deviennent officiers dans l'armée ougandaise. Pourquoi cette alliance a scellé le destin de la région? Puisque quand Museveni a pris le pouvoir en 1986, ses compagnons rwandais n'étaient plus des réfugiés sans expérience. Ils avaient acquis une certaine expertise. Ils étaient devenus des vétérans de la guerre, des officiers qui avaient conquis un pays. Ils ont renversé un président avec Museveni. Ils connaissaient la guérilla, les commandements. Et donc, le service des renseignements, puisqu'à la tête du renseignement, de l'espionnage, était bel et bien M. Kagame. C'est dans ces contextes qu'ils ont créé le Front patriotique rwandais, le FPR, en 1987. Leur objectif était clair. Nous allons revenir en force. Nous allons revenir désormais récupérer les Rwandais par la force. Nous avons quitté les Rwandais en 59-60. Nous allons revenir avec la puissance de l'expertise, de l'expérience que nous avons accumulée avec Museveni. Et donc, entre 1986 et 1990, les Rwandais occupaient des postes, ou les Rwandais occupaient des postes clés dans l'armée ougandaise. Et certains historiens disent qu'ils ont été ensuite écartés parce qu'ils étaient étrangers, d'autres qu'ils ont quitté volontairement pour préparer l'invasion
du Rwanda. Et donc, le résultat est connu puisqu'en octobre 1990, le FPR a envahi le Rwanda. Depuis l'Ouganda, cette invasion a précipité les génocides de 1994 que nous connaissons tous. Chers amis, en 1985, pour revenir en arrière, la guérilla de Museveni avait épuisé l'armée gouvernementale. L'épuisement total, le 27 juillet 1985, le général Tito Okello renversa Obote par un coup d'État. Le président kenyan Daniel Arap Moi tenta de négocier un accord de paix, mais les discussions échouèrent lamentablement. Et le 26 janvier 1986, l'armée de Museveni entra dans Kampala sans rencontrer des résistances majeures. Et le 29 janvier 1986, Yoweri Museveni fut officiellement investi président de la République de l'Ouganda. Il a aujourd'hui, ce monsieur, 81 ans et brigue aujourd'hui un 7e mandat et donc un ancêtre du pouvoir. Alors, une fois qu'on a compris ces choses-là, maintenant, qui est Moïse Kainerugaba? Moïse Kainerugaba est le fils aîné du président Museveni. Il est actuellement commandant en chef des forces armées ougandaises. Ce monsieur est âgé de 51 ans. Il est largement pressenti pour succéder à son père. On le sent très bien. Ce qui inquiète évidemment les observateurs en raison de son caractère imprévisible. Mouezi est surnommé le tweeting général. En d'autres termes, à cause de ses déclarations provocatrices sur les réseaux sociaux en 2022, il avait menacé d'envahir le Kenya, ce qui lui avait valu d'être brièvement écarté de son commandement. Il a également admis avoir détenu dans son sous-sol les gardes du corps de l'opposant Bobby Wine. Et fin mars 2026, alors que la guerre est vraiment, c'est aussi en grande partie la raison de notre live, et alors que la guerre entre Israël et l'Iran fait rage, Moïse a posté une série de messages sur X qui ont fait évidemment le tour du monde. Et donc, il a écrit ceci: nous soutenons Israël parce que nous sommes chrétiens, sauvés par le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ le seul qui peut pardonner le péché. La Bible dit, béni sois-tu Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Il a donné le verset et le livre Deutéronome 33, verset 29. Puis sur le plan politique, Israël était avec nous. D'après toujours ces déclarations, Israël était avec nous quand nous n'étions personne dans les années 80 à 90. Pourquoi ne les défendrions-nous pas maintenant que notre PIB est de 100 milliards de dollars? L'un, évidemment, des plus grands d'Afrique, selon les déclarations du fils du président Museveni. Alors, parlons un peu de cette aide dont Moïse est en train de parler. De quoi parlait-il? Entre 80 et 90, Israël les a soutenus. Allons un peu dans les méandres de ces déclarations pour aller visiter cette histoire. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Effectivement, Israël avait une stratégie d'alliance avec le pays africain non arabe. Ce qu'on appelle la doctrine de la périphérie. Cette doctrine a commencé avec la Turquie, l'Iran, et puis s'est propagée aussi ailleurs. Mais dans le départ, cette stratégie, la doctrine, avait commencé d'abord au Moyen-Orient, premièrement la Turquie, et puis l'Iran.
Et donc, l'idée était de se faire des alliés au-delà des pays arabes qui l'entouraient. Et donc, dès les années 1960, Israël a formé l'armée ougandaise. Dans les années 1960, Israël a formé l'armée ougandaise. Idi Amin lui-même avait été formé par Israël en 1963. Idi Amin, les dictateurs, les sanguinaires. Israël a équipé l'armée ougandaise. En 1967, Israël a vendu pour 7 millions de dollars d'armes à l'Ouganda et Israël a soutenu des projets agricoles et des constructions. En 1971, quand Idi Amin a pris le pouvoir par un coup d'État, il s'est d'abord rendu en Israël et a été reçu par le ministre de Défense Moshe Dayan. Mais en 1972, Amin a changé de camp, il a expulsé tous les Israéliens et s'est rapproché de la Libye. Les relations ont été tout simplement rompues avec Israël. Et puis, après la chute d'Amin en 1979 et l'arrivée au pouvoir de Museveni en 1986, Israël a vu en lui, Museveni, une personne fiable. Et donc, les relations se sont renforcées, surtout à partir des années 1990. En 1994, l'Ouganda et Israël ont officiellement rétabli leurs relations diplomatiques et Israël a recommencé à former les forces de sécurité ougandaises. Des programmes de coopération agricole et technologique ont été relancés. Et donc, c'est à cette période que Museveni lui-même a noué de liens personnels avec les dirigeants israéliens. L'ambassadeur israélien a déclaré en 2020 que le Premier ministre Netanyahou entretenait une relation particulière, étroite avec le président Museveni. Alors, pourquoi cette phrase aujourd'hui de Moïse? Moïse rappelle cette histoire pour des raisons. Premièrement, montrer la reconnaissance. Israël a aidé l'Ouganda quand le pays était faible, guerre civile, pauvreté, etc. Et aujourd'hui, avec un PIB qui a dépassé 100 milliards de dollars, l'Ouganda est plus fort et veut rendre l'appareil à Israël qui les avait aidés. Deuxième élément, justifier le soutien à Israël. La phrase a été prononcée alors que la guerre entre Israël et l'Iran faisait rage. C'était une manière de dire nous étions avec eux quand ils nous ont aidés, nous restons avec eux maintenant. Et la déclaration la plus frappante qui est sortie de la bouche, ou plutôt par les écrits de Moïse, c'est beaucoup plus, nous voulons que la guerre au Moyen-Orient se termine maintenant. Le monde est fatigué, mais toutes les discussions sur la destruction et la défaite d'Israël nous amènera à entrer en guerre du côté d'Israël. Et enfin, il ajouta, avec arrogance caractérisée, j'ai entendu dire que nos amis israéliens cherchent une division pour prendre Téhéran. Personnellement, il dit, je pense qu'une division est trop. Une brigade de l'armée ougandaise s'en chargera rapidement. Alors, apportons une analyse géopolitique très rapidement de ces déclarations de notre ami Moïse. Il a dit, nous sommes chrétiens. L'Ouganda est effectivement un pays à majorité chrétienne, mais ce discours relève du sionisme chrétien, une idéologie qui soutient Israël pour des raisons eschatologiques très influentes dans le pentecôtisme africain. Il a dit aussi, Israël nous a aidés dans les années 80 à 90. C'est vrai, nous ne contestons pas. Israël a bel et bien fourni un soutien militaire et logistique à Museveni dans les premières années de son règne, notamment contre la rébellion de la LRA de Joseph Kony. Et il dit que notre pays aujourd'hui est bien avancé, notre PIB est de 100 milliards, donc nous pouvons aider facilement Israël. L'Ouganda a effectivement connu une croissance soutenue
de 100 milliards de dollars, c'est encore 25 fois moins que l'économie iranienne, forcément, puisque l'Iran, c'est 500 milliards en termes de PIB, et je pense que l'Iran est à 100 milliards au niveau de son budget national. Il a dit aussi une brigade suffit pour prendre Téhéran. Affirmation délirante sur les plans militaires, mais elle vise à impressionner l'opinion publique ougandaise et à renforcer le statut de Moïse comme homme fort. Donc, le vrai message, ces déclarations sont avant tout destinées à la scène intérieure ougandaise. Ça, c'est un. Moïse cherche évidemment à s'imposer comme le successeur naturel, légitime de son père, et à montrer qu'il a les épaules assez importantes pour jouer un rôle dans la scène internationale. L'effet de s'aligner sur Israël, alors que les États-Unis sont engagés dans les conflits contre l'Iran, est aussi un moyen de se rapprocher de Washington. Alors, quelle est la réponse américaine? Les États-Unis ont pris ces déclarations très sérieusement, non pas parce qu'ils envisagent une brigade ougandaise, ils n'en ont pas besoin en Iran, mais parce qu'elle menace évidemment la stabilité régionale. Et fin janvier 2026, Moïse avait déjà menacé de suspendre la coopération militaire avec les États-Unis, accusant l'ambassade américaine à Kampala de soutenir l'opposition. Et donc, face à la pression diplomatique, Moïse a fait marche arrière par rapport à cette déclaration le 30 janvier 2026, présentant des excuses et affirmant avoir été mal informé. Mais la déclaration de mars montre qu'il n'a pas encore renoncé à son style de provocation. Et d'ailleurs, les Congolais ont subi la foudre de déclaration de ces messieurs. Chers amis, revenons maintenant aux choses beaucoup plus sérieuses. Nous parlons de Mobutu face à Museveni en 1986. Est-ce que Mobutu avait commis une erreur stratégique de tolérer ou de laisser Museveni? En 1986, Mobutu Sese Kukuwendu Wazabanga était au pouvoir depuis 1965. Il régnait sur le Zaïre d'une main de fer soutenue par les Américains et les Français, vous l'avez compris, un rempart anticommuniste, donc l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et lorsque Museveni a pris le pouvoir à Kampala, Mobutu s'est trouvé face à un dilemme. Le dilemme face à Museveni, soutenir les opposants de Museveni, alors l'avantage qu'aurait reçu Mobutu aurait été d'éviter un voisin instable. Le risque de soutenir les opposants de Museveni, les risques, c'est une guerre ouverte avec l'Ouganda. Deuxième élément, ou peut-être pas une guerre directement, mais nous le verrons que l'Ouganda, par la suite, a ouvert un front, s'est coalisé avec d'autres ennemis, et Mobutu n'a pas su se maintenir au pouvoir. Il a dû partir. Alors, reconnaître Museveni et coopérer avec Museveni, l'avantage à l'époque en 86, l'avantage est la stabilité à la frontière. Stabilité à la frontière, puisque vous attendez avec le président voisin. Mais le risque, c'est aussi de donner une base arrière aux opposants zaïrois. Donc Mobutu a choisi une voie moyenne. Il a reconnu Museveni comme président, mais il a toléré la présence sur son territoire des groupes rebelles ougandais, notamment les Ouganda National Récufront, qui ont utilisé les Zaïre comme base arrière pour mener des attaques contre Kampala, en d'autres termes, mener des attaques contre Museveni. Le 29 janvier 1986, Museveni s'est rendu au Zaïre pour rencontrer Mobutu, pour dire « Je suis voisin, je suis ton... nous sommes vraiment inséparables et personne ne va se déplacer. Je suis là en tant que président. » Dans un geste symbolique, bien évidemment, marquant la distance entre eux,
Mobutu va offrir à Museveni quelque chose d'assez particulier. Il va offrir à Museveni un cadeau des OU, donc outils agricoles. Un message qui est passé par là. Le message était clair. Tu es un jeune chef de guerre, Museveni. Tu viens d'arriver. Alors, tiens-toi tranquille, reste à ta place. Et puis, la naissance de l'ADF. Cette naissance va avoir comme conséquence ce que nous vivons aujourd'hui à Noutuiri. C'est dans ces contextes que Mobutu va commettre une erreur majeure qui allait se retourner contre lui et contre la RDC pour affaiblir évidemment Museveni. Mobutu va permettre à des groupes islamistes ougandais, notamment les Tabligh et d'anciens combattants de la rébellion, de s'installer dans l'est du Zaïre, près de la frontière. Mobutu a commis une erreur stratégique. Et donc ces groupes, ces structures dominent et donnèrent naissance en 96 à l'Alliance démocratique force, les ADF que vous connaissez, une rébellion qui combattait Museveni au départ depuis le territoire zaïrois. Mobutu avait toléré, accepté ces groupes rebelles hostiles à Museveni, enfin que Museveni soit ennuyé, que Museveni soit tout simplement dans un conflit, dans l'instabilité. Et donc, c'était la stratégie de Mobutu. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Est-ce qu'il avait bien agi? En tout cas, l'histoire a jugé que ce n'était pas la bonne stratégie. Nous comprenons que l'ironie tragique est que Mobutu, en voulant utiliser les groupes contre Museveni, avait tout simplement sémé les graines d'un poison qui allait empoisonner l'Est de la République démocratique du Congo pendant des décennies, puisque l'ADF est devenu un groupe terroriste qui massacre de milliers de civils congolais aujourd'hui. En massacrant, ils se cachent dans la forêt. Et donc, des personnes qu'on ne peut localiser, puisqu'ils n'ont pas de tanks, ils n'ont pas une logistique comme le 1-23. Ce sont des souris, des cafards. Ils viennent, ils massacrent, ils s'en vont. Et donc, ces gens contrôlent des mines d'or et ont tissé des liens avec les nébuleuses États islamiques. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez grave. Et puis viendra la chute, évidemment, de Mobutu. 96 et 97, Museveni prit sa revanche, en alliance avec Paul Kagame, devenu président, lui qui a formé Paul Kagame, et évidemment avec le président burundais. Je vous ai dit que ces deux présidents étaient formés en même temps. Ils ont été formés avec Museveni. Et donc, président du Rwanda, après la prise de Kigali en 1994, il soutint la rébellion de Laurent Désiré Kabila, il va les soutenir, qui marcha sur Kinshasa. Vous connaissez la suite. Vous savez comment ça s'est passé avec Laurent Désiré Kabila. Mobutu était malade et abandonné par les Américains et tout le monde, les Anglais, etc. Et il va s'enfuir au Maroc, où il va décéder en septembre 1997. Et donc, Mobutu a sémé les graines de sa propre défaite plus tard. La décision de Mobutu de laisser vivre Museveni en 1986 va lui coûter finalement son trône 10 ans plus tard. Alors, une fois qu'on a compris ces gymnastiques et ces choses qui ont sémé les chaos au niveau de la région, parlons maintenant de l'or, l'ADF et les trafics qui profitent à l'Ouganda. L'Ouganda, une plaque tournante de l'or congolais. Vous comprenez que tout a commencé, non en 94, mais tout a commencé à partir de 1987. Dès lors que Mobutu accepta de recueillir, de laisser vivre les opposants, les agresseurs, ceux qui menaçaient le pouvoir de l'Ouganda, et donc ce n'était pas la chose à faire. Aujourd'hui, l'Ouganda est devenu l'un des principaux raffineurs d'or d'Afrique. J'ai dit principaux raffineurs d'or d'Afrique. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Juste une seconde.
Ok, donc les amis, vous avez compris que l'Ouganda est devenu l'un des principaux raffineurs d'or d'Afrique. En juillet 2025, la Hero Gold Raffinerie a ouvert ses portes à Kampala avec des investisseurs britanniques, émirats et indiens. Et cette raffinerie, officiellement reconnue par le gouvernement ougandais, est censée lutter contre la fraude et les arnaques de l'or. Mais les observateurs pointent une réalité bien plus sombre. Selon un rapport de Swiss Aid publié en mai 2025, l'Ouganda est une plaque tournante du blanchiment d'or. Les quantités d'or importées en Ouganda dépassent largement ce que le pays peut produire et l'origine de cet or est souvent dissimulée. Et donc, les faits qui sont documentés, entre 2018 et 2021, la majeure partie d'or importé en Ouganda n'a pas été déclarée à l'exportation dans le pays d'origine. La RDC n'apparaît presque jamais comme pays d'origine dans les statistiques douanières ougandaises, seulement 0,7 tonnes en 2018, alors que l'existence des flux massifs d'or congolais vers l'Ouganda est amplement documentée par les groupes d'experts de l'ONU. Et donc, certaines cargaisons sont déclarées comme venant de pays qui ne produisent quasiment pas d'or, comme la Gambie. L'ADEF contrôle évidemment aujourd'hui des mines d'or dans les territoires de Beni et de Mambasa, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'or extrait transite par des filières qui impliquent à la fois les groupes terroristes, des officiers de l'armée ougandais et des hommes d'affaires proches du pouvoir de Kampala. Un rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, non publié mais cité par plusieurs sources, affirme que l'armée ougandaise a facilité le passage de l'or congolais vers l'Ouganda en échange des droits de passage. Des membres de la famille Museveni seraient impliqués notamment dans ces trafics via des sociétés écrans. L'or ainsi blanchi à Kampala repart vers Dubaï, l'Inde et l'Europe avec une étiquette Made in Ouganda. La conséquence évidemment de ces choses-là, l'Ouganda ne serait pas raffineur d'or sans la RDC. Sans l'or de la RDC ou sans l'or qui sort illégalement de la RDC, l'Ouganda n'aurait jamais pu devenir un centre de raffinage aurifère. La production nationale ougandaise artisanale est estimée en quelques tonnes par an, alors que les exportations officielles atteignent des centaines de tonnes. Chers amis, allons un petit peu plus loin. En Ouganda, les exportations d'or ont atteint environ 2 milliards 300 millions de dollars en 2023, puis 5 milliards 800 millions de dollars en 2025. Pourtant, l'Ouganda est surtout décrit comme un hub régional de traitement et de commerce, alimenté notamment par de l'or venant de pays voisins comme la RDC. En RDC, l'ONU estime qu'en Ituri, seulement l'or exploité hors du contrôle de l'État génère au moins 140 millions de dollars par an pour des groupes armés et des réseaux criminels. Le même rapport mentionne aussi des schémas où des minéraux congolais sont faussement déclarés comme produits en Ouganda. Et du côté du Rwanda, les chiffres officiels relayés publiquement montrent qu'en 2024, le pays a enregistré environ 1,5 milliard de dollars d'exportation d'or sur 1,7 milliard de dollars d'exploitation minière totale. Et donc, en parallèle, des rapports et enquêtes ont documenté l'intégration des minéraux congolais, notamment sur du coltan, dans ces circuits d'exportation. Chers amis, l'or est extrait dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans des zones comme Ituri, mais aussi dans d'autres espaces miniers de l'Est.
Vous pouvez suivre ces lives, chers amis, sur notre chaîne YouTube. Après, je vais l'injecter là-bas. Le nom est très simple, Analyste Coach Amos. YouTube, Analyste Coach Amos. Ce live sera injecté là-bas, une demi-heure à la fin de ce live. L'or est extrait dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans des zones comme Ituri et d'autres espaces. Le problème ici, c'est que l'État congolais ne contrôle pas totalement ces zones. Ça, on le sait. Donc, une partie de l'or sort de le départ hors circuit officiel. Le Congo produit, d'accord, mais ne contrôle pas totalement ce qu'il produit. Ici, des collecteurs, négociants et réseaux d'achat récupèrent ces or directement sur place, souvent en cash, avec très peu de traçabilité. Cette traçabilité qui avait évidemment imprimé le président dans tout ce qui concerne le minerai. Et à ce niveau-là, l'or quitte déjà pratiquement le contrôle de l'administration congolaise. Le pillage n'est pas un braquage unique, c'est une chaîne organisée. Comment cette chaîne est organisée? L'or sort de la RDC par des routes informelles, des frontières poreuses, des complicités locales, des circuits clandestins ou semi-clandestins. C'est là que beaucoup de gens se trompent. La coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda n'empêche pas les réseaux économiques parallèles de continuer à fonctionner, puisque un État peut coopérer officiellement avec Kinshasa et en même temps laisser prospérer des intérêts commerciaux opaques à la frontière. Ils peuvent le faire, ni vu ni connu. La coopération diplomatique ne supprime pas les intérêts informels. Au contraire, ça alimente. Et donc, une fois en Ouganda ou au Rwanda, l'or est blanchi. C'est ici que s'est fait évidemment la transformation géopolitique. Quand l'or entre en Ouganda et au Rwanda, il peut entrer dans une raffinerie, recevoir des papiers, donc clandestins, et puis l'or clandestin, on lui octroie des papiers, des documents, il devient légal, et donc on peut déclarer devenir exportable. Cet or peut voyager maintenant librement. Cet or a un passeport, quitter la France, partir en Suisse, Suisse-Londres, etc. Donc l'or apporte une identité comme un produit raffiné ou traité localement. Donc l'or qui était congolais et informel, n'avait pas de documents, devient l'or ougandais ou bien l'or rwandais formel, avec l'octroi des documents. L'or ne disparaît pas, l'or change tout simplement de nationalité. L'or était congolaise et cet or est devenu ougandais. Alors comment cela va créer de l'emploi formel en Ouganda? Une fois l'or entré dans les circuits légaux ou semi-légaux, cet or va donner du boulot. Ce boulot qui devrait être normalement imprimé en RDC, mais ce boulot va se manifester de l'autre côté de la frontière, puisqu'il y a l'autre côté des raffineries, vous avez les transporteurs, ça va créer, ça va mettre en place la logistique, les banques, les assurances, les douanes, les sociétés d'exportation. Donc, une richesse extraite dans le sol congolais devient des emplois de devises, de recettes commerciales chez les voisins. Ça peut être au Rwanda, tout comme en Ouganda. Et donc, les Congos creusent, les voisins raffinent, les voisins exportent, les voisins emploient. Est-ce que l'Ouganda serait devenu un hub sans la RDC? La question se pose. La réponse sérieuse est très difficilement, puisque quand un pays a une production locale limitée, mais exporte pour des milliards de dollars d'or, cela montre qu'il est devenu un hub régional, pas simplement un producteur national. Donc oui, on peut dire que sans les flux venus de la RDC, l'Ouganda n'aurait probablement pas atteint cette place
de centres régionaux du raffinage aurifères à cette vitesse et à cette échelle impossible sans la RDC. La question est-ce que pour les Rwandais, la logistique est similaire avec la logistique au niveau de l'Ouganda, mais avec une différence importante quand même. Sur l'or, les Rwandais profitent aussi des flux régionaux, même mécaniques, même dynamiques. Et sur les coltans et les minéraux 3T, le système paraît encore plus structuré au Rwanda, puisque des rapports onisiens et des enquêtes ont décrit comment du coltan congolais provenant des zones contrôlées par les 1-23 était acheté par des sociétés rwandaises et puis intégré aux exportations du Rwanda. L'Union européenne a aussi sanctionné la Gazabo Gold Raffinery pour son rôle dans l'exportation illicite d'or extrait illégalement en RDC. Donc oui, on peut dire que sans la RDC, les Rwandais n'auraient pas pu bâtir avec la même ampleur son rôle régional dans l'or et surtout dans les coltans. La question, c'est qui gagne le plus? Est-ce que c'est Ouganda qui gagne le plus dans ces trafics illicites, dans ces pillages, ou c'est les Rwandais? Il faut répondre avec des éléments scientifiques. Commençons par l'or. L'Ouganda semble aujourd'hui gagner plus en valeur brute officielle exportée avec 5 milliards 800 millions de dollars en 2025. C'est énorme. Sur les coltans et les circuits structurés, les Rwandais apparaissent plus organisés, plus efficaces et mieux positionnés sur le chaîne d'exportation des 3T, surtout les coltans. Donc, la formule juste, c'est quoi? L'Ouganda, c'est grand gagnant apparent sur l'or, et les Rwandais, un système plus structuré sur le coltan et certains circuits minéraux. Et donc, les scandales, ce n'est pas seulement que l'or sort du Congo. Les scandales, c'est qu'ils sortent dans l'informel congolais et réapparaissent dans le formel voisin. Le formel voisin, c'est que ça crée de l'emploi de l'autre côté, ça crée de la dynamique de l'autre côté, et alors qu'au niveau de la RDC, les Congos perdent en valeur, les voisins récupèrent l'emploi, les voisins récupèrent le devise et la puissance commerciale. Chers amis, l'or du Congo ne disparaît pas. Il change de drapeau tout simplement. Les Congos extraient, les autres exportent. Le pillage moderne ici n'est pas toujours militaire, il est commercial, logistique et administratif. Et donc, les coopérations officielles n'effacent pas les intérêts clandestins. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il y a une coopération, il y a des accords avec l'Ouganda pour que l'Ouganda se charge de poursuivre, de traquer les ADF, que l'armée ougandaise va traquer les trafics. Okay? Au contraire, c'est sur une base légale que l'Ouganda continuera à fonctionner dans toute impunité. Le gouvernement ougandais a officiellement rejoint en 2023 les mécanismes de certification régionale de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, censée tracer l'origine de minéraux, mais sur le terrain, ce mécanisme est largement contourné. Un mineur artisanal ougandais, interrogé par une institution, déclare « Nous vendons notre or sur place. Ces schémas de certification viennent d'Europe pour frustrer les entreprises locales. » Dernier chapitre, et puis nous allons clôturer. Depuis 2021, la région orientale de la RDC est déstabilisée par 3 groupes armés. Vous avez 1-23, ADF, FDLR. Ces 3 menaces sont interconnectées. Le 1-23 sert les intérêts économiques du Rwanda, coltan. L'ADF sert les intérêts du réseau ougandais. Or, Kinshasa, évidemment, accuse Kigali et Kampala d'instrumentaliser ces groupes pour piller les ressources congolais. Alors,
Pourquoi les États-Unis ne veulent pas d'un nouveau front avec l'Ouganda? Parce que souvent les gens confondent. Les gens pensent que la RDC a peur d'ouvrir un front. Dans ces contextes, les États-Unis jouent évidemment un rôle d'équilibriste. Ils sont officiellement alliés à la RDC, avec qui ils ont signé des accords sur les minerais stratégiques en février 2026. Mais au-delà de ça, ils sont aussi des partenaires militaires, stratégiques plutôt, historiques avec l'Ouganda, qui fournit des troupes pour la force antiterroriste en Somalie. Ouvrir ici un front militaire contre l'Ouganda serait contre-productif. Cela mettrait fin à la coopération antiterroriste en Somalie et pousserait Kampala dans les bras de la Russie ou de la Chine. L'Ouganda reste un allié précieux pour les Américains pour stabiliser la région, notamment contre l'ADF. Plutôt que d'affronter l'Ouganda, Washington a choisi à l'intégrer dans un dispositif régional pour combattre les ADF qui sont devenus des islamistes, dont des terroristes. Et puis, c'est ainsi que les États-Unis ont encouragé une coopération militaire entre Kinshasa et Kampala. Et depuis 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes contre les ADF dans les territoires de Beni. Et cette coopération permet plusieurs choses. 1. De donner un rôle officiel à l'armée ougandaise dans la lutte contre les ADF, ce qui limite les accusations de complicité. Puisque l'armée ougandaise est sur notre territoire par des accords bilatéraux pour un but bien particulier, la poursuite et le cessez des massacres des ADF. Donc il y a là, quelque part, une forme d'alliance. Deuxième élément, surveiller le mouvement de l'armée ougandaise. Les Américains auront comme ça l'avantage de veiller, de surveiller le mouvement de l'armée ougandaise, puisque sans cet accord, sans cette alliance, cette armée, on ne peut pas les surveiller. Avec une alliance officielle, on peut les surveiller en territoire congolais pour éviter qu'elles ne soutiennent discrètement d'autres groupes à leur avantage. Troisième élément, éviter une escalade diplomatique qui pourrait faire basculer l'Ouganda dans les camps des ennemis déclarés de la RDC, notamment les Rwandais. Ils pourraient se mettre ensemble, comme ce fut le cas à l'époque, dans les années 90, pour former un corps, former un front pour attaquer la RDC. Et donc, il faut éviter d'ouvrir un front contre l'Ouganda. Un analyste cité par nos sources résume ceci. Le gouvernement congolais a compris que laisser l'Ouganda s'occuper officiellement des ADF, même si ce n'est pas parfait, vaut mieux que d'avoir l'Ouganda comme ennemi officiel. C'est une question de priorité. On ne peut pas se battre sur trois fronts, à la fois les ADF, à la fois les M23 et aussi les FDLR. Mieux vaut neutraliser l'un par la diplomatie, et donc l'Ouganda est neutralisé par la diplomatie. Alors, il y a aussi des limites à cette approche. Cette stratégie a ses limites, bien évidemment. Les opérations conjointes n'ont pas réussi à écraser les ADF, puisque nous avons entendu des massacres récemment. Et donc, ces terroristes ne vivent que pour terroriser et pour nuire à l'intégrité et s'aimer la terreur. Ils continuent évidemment de frapper des villes, des civils, des villages. De plus, l'armée ougandaise est accusée de continuer à soutenir discrètement certains groupes armés pour protéger ses intérêts économiques. Les États-Unis, conscients évidemment de ces dérives, maintiennent une pression diplomatique. En janvier 2026, Washington a menacé de réduire sa coopération militaire avec Kampala après le menace de Moïse avant que ces derniers ne fassent marche arrière. Voilà un peu, les amis, pour l'actualité
et pour la connaissance de notre voisin, qui peut aussi être votre voisin en tant que Tanzanien, en tant que Burundais, etc. Comment Museveni est-il arrivé au pouvoir? Là, c'est vraiment le résumé global. Museveni part une guérilla de 5 ans, de 81 à 86, après avoir dénoncé des élections truquées avec l'aide de la Tanzanie, de la Libye et des exilés Tutsi rwandais. Museveni arrive au pouvoir. Mobutu a-t-il aidé Mobutu a-t-il aidé Museveni? La réponse est non. Il a reconnu par nécessité, mais il a toléré sur son territoire des rebelles ougandais, créant alors involontairement l'ADF. Alors, qui soutient Museveni aujourd'hui? Les États-Unis, les Royaumes-Unis restent ses principaux bailleurs, malgré les critiques sur son dérive autoritaire. Pourquoi Moïse menace-t-il l'Iran? Pour se poser en successeur de son père, renforcer son image d'homme fort et s'aligner sur Israël, allié historique de l'Ouganda. L'Ouganda est-il un pays raffineur d'or? La réponse est oui, mais en grande partie grâce à l'or illégalement exporté de la RDC via l'ADF et des réseaux proches du pouvoir. Pourquoi les États-Unis ne sanctionnent-ils pas l'Ouganda? On peut dire la même chose. Pourquoi est-ce que le Rwanda n'est pas drastiquement sanctionné? Okay? Là, c'est l'armée qui est sanctionnée, mais le pays pourrait être aussi sanctionné. Les pays, c'est-à-dire que là, c'est une branche, mais une branche quand même qui a son importance, c'est quand même l'armée. Et pourquoi les Rwandais, pourquoi est-ce que l'Ouganda n'est pas sanctionné? Parce qu'ils ont besoin de l'Ouganda pour la stabilité régionale. En Somalie, vous avez l'armée ougandaise qui est là-bas et vous avez l'armée ougandaise au niveau de la République démocratique du Congo pour la poursuite des ADF. Et aussi, c'est que les Américains préfèrent une coopération militaire à une confrontation. Alors, chers amis, l'histoire de l'arrivée au pouvoir de Museveni en 1986 est un parfait exemple des effets dominos en Afrique des Grands Lacs. Mobutu, en voulant affaiblir les nouveaux présidents ougandais, a laissé s'installer des groupes armés qui sont devenus un poison pour l'Est de la République démocratique du Congo. L'ADF est né, créé à l'origine pour combattre Museveni, est devenu un groupe terroriste qui massacre des milliers de Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Ouganda profite économiquement de cette situation en important et en raffinant l'or extrait illégalement de la RDC, souvent sous la protection de l'armée ougandaise et des réseaux proches de la famille de Museveni. Et face à ces constats, les États-Unis ont fait le choix du pragmatisme. Plutôt que d'ouvrir un nouveau front contre les alliés, un allié militaire stratégique, ils encouragent une coopération entre la RDC et Kampala contre l'ADF, en espérant que cette coopération permettra à terme de réguler les trafics d'or et de stabiliser la région. Pour la RDC, les chemins est étroit. Il faut à la fois combattre le M23. Et d'ailleurs, le M23, aujourd'hui, est totalement mis en mal. Je pense même que décapité, le corps est là, mais la tête n'est plus là. Et donc, soutenu par les Rwandais, contenir l'ADF lié à des réseaux ougandais et gérer aussi le FDLR, héritage du génocide rwandais. Dans ces jeux à trois, la diplomatie américaine tente d'éviter d'éviter que l'Ouganda ne devienne un troisième ennemi déclaré, parce qu'ils peuvent se déclarer en ennemi. L'Ouganda peut se retirer de la couverture du parapluie américain pour aller se greffer à la Russie. Ils peuvent le faire. L'Ouganda et notamment les Rwandais peuvent aller se marier, s'allier avec la Chine et aussi avec la Russie. Croyez-moi
que la Chine et la Russie seraient contents de recevoir on va dire ces deux pays ennemis de la RDC, l'un officiellement, l'autre officieusement. Puisqu'ils ont quand même une armée, c'est ces deux pays qui combattent, ces deux pays sont acteurs au niveau de la région pour la stabilité, évidemment régionale. Donc le recevoir dans le panier de la Chine, et le panier de la Russie, croyez-moi qu'ils seraient contents. Et donc, cher ami, c'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi a accepté de coopérer militairement avec Kampala. Mieux vaut un voisin ambigu. Nous connaissons déjà ses appétits, nous connaissons ses prérogatives, nous connaissons ses ambitions. Depuis 1996, nous savons qui est l'Ouganda, nous savons qui est le Rwanda. Autrefois, nous savions qui était le Burundi, puisque le Burundi était aussi l'ennemi. À l'époque, le changement de régime a fait basculer. Le Burundi est devenu l'ennemi du Rwanda et par ricochet, l'ennemi aussi de l'Ouganda. Et donc, parce que le pouvoir a changé. Voilà pourquoi on vise plus le décapitage, décapiter le pouvoir. C'est ce qui est visé, le régime plutôt. C'est ce qui est visé, évidemment, à l'Iran. Et si la tête de Kagame tombe, ça dit que la stratégie, la projection, tout ce que Kagame avait mis en place comme structure, comme plan, comme projet, tout va tomber. Okay? Donc on vise ici la tête. Si vous touchez la tête de Kagame, la région devient en paix. Si vous touchez la tête de Museveni, la RDC sera en paix. Et donc ici, il est question de régime. Et il faut être conséquent dans le sens que les Américains ne savent pas l'après Kagame c'est quoi. Ils ne savent pas l'après Museveni c'est quoi. Tout comme ils ne savent pas après Biya au Cameroun c'est quoi. Ils ne savent pas l'après ici, il s'appelle comment notre monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est des brouillards, c'est du ténèbre. Et donc, nous ne savons pas qu'adviendra-t-il de ces pays si ces monuments ne sont plus là. Et comme personne ne présentait comme dauphin, ni les Rwandais, pas de dauphin, Museveni, pas de dauphin, Monsieur Biya, pas de dauphin, en tout cas aucune visibilité, Sassou Nguesso, pas de dauphin. Et donc, comme il n'y a pas de dauphin, comme nous n'avons pas de certitude sur le futur, et comme il y a une certaine lisibilité, comme l'armée est quand même sous contrôle, comme les flux miniers sont quand même organisés et protégés, bon, nous continuons avec ces vieux loups. Et croyez-moi qu'ils ont envie de les changer, ils ont envie de passer à autre chose, mais comme eux sont malins, ils sont intelligents, ce sont des vieux loups, des chevronnés. Ils ne peuvent jamais vous présenter un dauphin. Sinon, ils seront décapités. Les amis, nous nous arrêtons là. Retrouvez ces lives sur notre chaîne YouTube pour plus consommer. Vous êtes arrivé en retard, c'est pas grave. Allez-y sur notre chaîne YouTube. Analyste coach Amos. Et vous trouverez également d'autres analyses par rapport à la RDC et bien d'autres thèmes. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. Ciao. À très bientôt. Salut. C'était Yabo, yabo, impilo mnandi, izulu eluhlasa, izinyama
ahlanzekile, izwi lomoya likhuluma nami. Ngiyabonga, izinsuku zethu. Ngiyabonga, impilo yethu. Ukukhanya kwelanga, umusa wethulo. Ngiyabonga, ngiyabonga, konke kwanele, izandla zami zikhululekile, zizwa ubumnandi, imfudumalo yomhlaba, isikhumbuzo sobuntu, amagagasi olwandle akhubeka engakhathali. Ngiyabonga, ngiyabonga, konke kuyimpilo. Izwi lami liyakhuleka, ngiphakamisela izulu, ngithokoza ngempela.